Alors, régression, là, il y a plusieurs régressions, enfin, disons deux régressions, deux types de régression. Régression linéaire, régression non linéaire. Nous, on fait les régressions linéaires. Puis, linéaire, d'ailleurs, on fait régression linéaire simple, c'est-à-dire, nos données, on va essayer de les représenter par une droite. Alors, je vais y arriver, mais si je mets régression, c'est tellement vague que je vais mettre régression linéaire. Comme ça, ça va limiter ce qu'on va dire. Maintenant, je prends un exemple. Quand vous avez étudié le Ki2, là, le Ki2, c'était un indice statistique qui nous permettait, par exemple, de comparer les variances. Ça, c'est vrai. Mais, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne nous a pas dit, mais le Ki2 permet aussi de comparer des caractères qualitatifs. De voir s'il y a une liaison, une dépendance, une relation de dépendance entre deux caractères qualitatifs. Par exemple, si tu te demandes, est-ce qu'il y a une relation entre la couleur des cheveux dans une population et puis la couleur de la peau, par exemple? Est-ce que plus les gens sont noirs, plus ils ont les cheveux courts? Tu vois ce genre de questions-là. Donc, couleur des cheveux par rapport à la couleur de la peau, ça sont des caractères qualitatifs. On pourrait se demander s'il y a une liaison statistique entre les deux. Est-ce que la couleur des cheveux varie avec la couleur de la peau? Est-ce que la longueur des cheveux varie avec... je sais pas moi, je cherche des caractères qualitatifs. Hein. Qualitatif, c'est quand on ne peut pas mesurer. Peut-être le lieu de naissance. Voilà, couleur de la peau par rapport à lieu de naissance. Lieu de naissance, c'est un caractère qualitatif, puisque ce n'est pas un nombre, c'est un lieu. Moi, je suis né, je sais pas, quelque part en Côte d'Ivoire, dans une ville de mon pays qui s'appelle Boisflé. Toi, tu es né quelque part, tu vois. Donc, ici, le caractère, c'est le lieu de naissance. Et puis, la couleur de la peau, ben, c'est peut-être noir, blanc. Par exemple, moi je suis noir, toi tu es blanc, mais je suis né... Blanc. Bon, peu importe. Mais je suis né en Côte d'Ivoire et puis toi tu es né Bogota. À Bogota. Toi tu es de Bolivie? Non, Colombie. Bogota, c'est... J'ai une amie qui vient de Bolivie. J'allais dire, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Non, mais ça allait être une vraie coïncidence. Mais le Ki2 là, qui permet de comparer des variances, permet aussi de tester s'il y a une dépendance entre des caractères qualitatifs. Je vais pas passer, on ne va pas le faire, mais c'est pour arriver à la régression. Parce qu'à partir du moment où il y a un test qui nous permet de voir si deux caractères qualitatifs sont indépendants ou liés, c'est le test du Ki2, on peut se demander, est-ce qu'il y a un test qui nous permet de déterminer si deux caractères quantitatifs où on peut mesurer, par exemple, la taille et puis le poids, ça on peut mesurer. Est-ce qu'on va encore prendre le Ki2 pour savoir s'il y a une liaison entre la taille et le poids? La réponse est non. C'est là que la régression et tout ce qui rentre dans le cadre de la régression va nous aider. La régression, ça permet de faire beaucoup de choses, mais disons que l'élément le plus important pour nous, puisqu'on parle beaucoup de tests d'hypothèse, c'est qu'avec une régression, on va pouvoir faire des tests d'hypothèse afin de déterminer si deux caractères quantitatifs sont liés, alors qu'avec le Ki2, on pouvait répondre à cette question, on pouvait déterminer si des caractères qualitatifs sont liés ou bien ne sont pas liés. L'hypothèse nulle, c'est que les caractères sont indépendants, l'hypothèse alternative, c'est qu'ils sont liés. Et puis on fait le test, on calcule un Ki2, et puis si le Ki2 est trop élevé, on dit qu'on rejette l'hypothèse nulle, etc. Elle ne vous a pas montré ça, peut-être qu'elle n'a pas eu tout le temps, ce n'était pas votre programme, je ne sais pas. Mais quantitatif. Quantitatif? Oui, ça va nous permettre de faire des tests d'hypothèse et puis déterminer si des caractères quantitatifs sont... Ça, c'est un premier exemple. C'est juste une première motivation. Maintenant, je prends un truc. Supposons que je m'intéresse à... Je vais inventer deux caractères quantitatifs. Donc, avec régression, là, ne pensez pas à caractère qualitatif. C'est quantitatif. Vous ne pouvez pas entendre parler de couleur des cheveux, lieu de naissance, avoir le cancer, ne pas avoir le cancer, être fumeur, ne pas être fumeur. Dans régression, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas des caractères quantitatifs. Si je prends x égale au revenu, le revenu disons, des gens de mon pays, des Ivoiriens. Donc tu prends un Ivoirien et puis tu lui dis revenu mensuel. Voilà. Revenu mensuel. Alors tu prends un Ivoirien et puis tu lui demandes combien tu touches, combien tu fais d'argent chaque mois, puis on va évaluer ça en dollars. Ok?
Maintenant, je vais appeler Y l'épargne des Ivoiriens. L'épargne, c'est la part du revenu qui n'est pas consommée, je veux dire qui est gardée quelque part dans un compte en banque. Okay? Voilà. Alors, moi, la question qu'un économiste ou n'importe qui, peut-être même le gouvernement, a envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a une relation entre l'épargne des Ivoiriens et puis le revenu? Est-ce qu'on peut trouver une sorte de relation de dépendance entre la quantité d'argent qu'un Ivoirien met en banque et ne touche pas, c'est son épargne, et puis ce qu'il fait chaque mois? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Et on peut tout de suite imaginer qu'il y a un rapport. C'est sûr que si les gens ne font pas beaucoup d'argent, si par exemple quelqu'un fait 100 $ chaque mois, je prends un exemple, il va épargner peut-être 10 $. Si je fais 1000 $, je vais épargner plus de 10 $. Donc, on se dit, il doit avoir une relation fonctionnelle. C'est ça que la régression cherche à faire. La régression dit, on ne peut pas utiliser, parce que on ne peut pas interroger tous les Ivoiriens pour savoir quel est leur revenu. Donc, on va prendre un échantillon. Ça, c'est ce qu'on faisait depuis le début. Toute la statistique est basée sur... Aujourd'hui, là, la statistique, c'est vraiment l'inférence statistique. On prend un échantillon, on étudie l'échantillon, et puis, avec les observations, les résultats provenant de l'échantillon, on essaie de tirer des conclusions sur la population. C'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Et pour pouvoir faire ce qu'on appelle un recensement, il faut avoir beaucoup d'argent et puis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'il faut prendre tous les sujets de la population. Même au Canada, ils ne font pas ça. Même aux États-Unis. Le gouvernement américain n'a pas assez de moyens, assez de temps, assez d'énergie pour savoir ce que chaque Américain... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais ça m'étonnerait. Et puis de toute façon, ils ne déclarent pas. Il prend juste un échantillon des gens. Mais oui. Et puis, ce n'est pas seulement vrai pour les... Tu sais, les opinions aux approches des élections, là, Oui. on ne demande pas à tous les... Par exemple, là, j'entends que Stephen Harper est en tête avec combien de pourcents. Ouais, Et puis, je lis le journal et je dis, mais attends, vous pensez sérieusement qu'ils ont interrogé tous les Canadiens? Est-ce qu'ils sont venus te voir pour te demander ton opinion? Est-ce que tu vas voter Stephen Harper? Je ne sais pas. Tu vois? Et pourtant, ils mettent que 26% des Canadiens sont favorables à Stephen Harper. Comment ils font? Ils ont pris un échantillon, puis ils ont fait les calculs là, et puis bon. Si l'échantillon représente la population, alors c'est qui sont Et disons pour l'exemple du Canada, disons prend 1000 personnes, ça représente pas... Oui, c'est ça. C'est parce que 1000 personnes déjà c'est peu par rapport à toute la population du Canada. Mais un échantillon représentatif, il faut voir comment est-ce qu'ils ont choisi les 1000 personnes. Ok. Si les 1000 personnes ont été choisies en fonction de certaines préférences, par exemple, si je dis, moi je vais prendre cette personne parce qu'elle est proche de Stephen Harper, et puis je les interroge, c'est sûr que mes résultats sont faux. C'est pas comme ça qu'on va représenter la population canadienne. Par contre, si on prend les gens un peu au hasard, par exemple, hier, ce matin, je croyais que j'avais un coup de fil, je prends mon téléphone, et puis on me dit, il y a une dame, c'est un message automatique, ils veulent faire une enquête d'opinion. Moi, je ne réponds pas à ces choses-là. Tu vois, mais c'est des méthodes de plus en plus courantes. Alors, un jour, on m'a envoyé par la poste un truc pour remplir, opinion par rapport au programme de télévision de RDI, parce que la chaîne de télévision veut déterminer quelles sont les préférences des consommateurs pour pouvoir adapter ces programmes. C'est bien, parce qu'ils demandent au moins notre avis. Maintenant, ils m'ont envoyé une pièce de 2 $ et puis ils m'ont dit, tu vois, ça c'est bien. J'étais très content, pas parce que j'avais eu 2 $, mais les gens ne lisent pas ces trucs-là, ils vont le mettre à la poubelle. Mais au moins, si tu donnes ça à quelqu'un, il se dit, oh, ok, je vais prendre au moins mon temps pour remplir, parce qu'ils ont pris leur temps pour me donner 2 $. Donc, 1000 personnes, même si c'est très petit par rapport à, je ne sais pas combien de millions de personnes, mais si c'est choisi au hasard dans la population, et en proportion des classes, alors oui, ça peut donner des résultats, et puis on peut dire que effectivement, 30% des Canadiens vont voter pour lui, alors que réellement, ces 30% ont été calculés sur un échantillon. Mais il y a un intervalle de confiance. Là que les intervalles de confiance entrent en jeu. Parce que ce qu'on ne nous dit pas à la télévision, c'est que quand on dit que 30% des... Je prends un exemple bête, ok? Supposons que 60% des Canadiens sont favorables